Salut, j'espère que ça va. J'ai plein de choses à vous dire à propos de la crise actuelle, évidemment, qui continue d'accélérer. Donc je vais revenir sur la crise géopolitique actuelle, et donc la guerre entre l'Ukraine et la Russie, pour apporter les précisions stratégiques qui me paraissent essentielles, et de manière aussi à essayer de situer cette crise dans sa véritable perspective, qui est eschatologique. Donc pour cela, je vais essayer, comme d'habitude, d'inclure des facteurs supérieurs et transcendants, donc non plus d'analyse mais de synthèse, donc par le haut, en essayant aussi d'expliquer l'actuel par l'inactuel, et d'expliquer aussi notre réalité terrestre par les réalités célestes ou l'influence du ciel sur la Terre. C'est une influence qui agit aussi bien au niveau physique qu'au niveau psychique, subtil et au niveau spirituel. Car de nos jours, enfin désormais, parler de politique ou de géostratégie en persistant à ignorer ces facteurs transcendants, c'est-à-dire l'influence du ciel sur la Terre, eh bien c'est illusoire, et cela consiste au fond à se couper des forces et des principes supérieurs qui expliquent la vie sur Terre, ce qui conduit dès lors à confondre le moyen et la fin, et ce qui ne peut conduire à terme qu'à détruire le monde et l'humanité en s'imaginant les sauver, ce qui est en train de se passer. Et cette confusion de la fin et des moyens, c'est proprement le satanisme, comme l'avait remarqué René Guénon. Donc je vais prendre un exemple pour expliquer tout ça. Quelqu'un m'a demandé ce que je pensais de la position de Idriss Aberkan à propos de la crise ukrainienne. Aberkan est un pur produit du modèle universitaire, hein, le meilleur produit marketing possible d'un moule universitaire par lequel je suis passé moi aussi, mais pour en sortir par le haut en ayant constaté sa vacuité, sa fourberie, sa malfaisance liée à sa fonction de pure justification du pouvoir en place, avec toute l'hypocrisie et la perfidie que cela implique. Aussi ai-je brûlé mon diplôme de Sciences Po, car ce n'est pas mon monde, et suis-je entré en tradition et en spiritualité peu après avoir éprouvé à la marge l'inanité et la vacuité du politique et de l'idéologique. Donc par le haut, donc ça veut dire en quittant cette logique de la puissance, où sont inscrites la politique, l'idéologie, l'économie et toute la société, pour entrer dans la logique de la connaissance, donc le monde de la transcendance, le monde de l'esprit, afin d'apprendre à matérialiser l'esprit et à spiritualiser la matière, ce qui est le but ultime, et passer ainsi d'un cercle vicieux, involutif et compressif à un cercle vertueux, évolutif et expansif. C'est-à-dire que, bon, par ailleurs, voilà, le monde profane, ordinaire, vulgaire, dans lequel Aberkan évolue avec le brio et la virtuosité d'un représentant de commerce au discours bien huilé, n'a rien d'autre à proposer que la perpétuation d'un modèle périmé et la continuation du délire capitaliste avec d'autres moyens, c'est-à-dire en l'occurrence l'écologie et la connaissance, ramener ainsi à de vulgaires produits économiques, des sources de profit. Et réduire la connaissance et l'écologie à leur seule dimension capitalistique, c'est déjà en soi un péché contre l'esprit, c'est un galvaudage et une profanation, l'écologie et la connaissance ayant précisément pour vocation de nous permettre d'en finir avec le règne moderne de la quantité, de l'argent, de l'économisme et du scientisme, de ce matérialisme totalitaire auquel appartient Aberkan et dont il ne fait qu'essayer de maintenir et de renforcer la domination. En essayant de faire croire aussi que nous irions vers une synthèse miraculeuse du capitalisme et du communisme, dans un monde où l'idéal communiste sera réalisé grâce à l'efficacité capitaliste. Cette illusion n'est pas nouvelle, et ce n'est que l'une des dernières ruses du diable à laquelle il aura été possible de céder. Car il ne s'agirait là que d'une réalisation par le bas, et qui serait en fait la victoire ultime et suprême d'un capitalisme parvenant à s'intégrer le communisme en faisant croire qu'il répond à son objectif d'équité globale par ses moyens habituels de domination et de profit sans foi ni loi. C'est-à-dire ni plus ni moins que le projet de Klaus Schwab avec son hyperclasse hyper riche écrasant une masse humaine réduite à l'état de zombie. Voilà le projet pour lequel roule Idriss Aberkan. Donc l'imposture et la supercherie de son discours, qui ne fait en somme que repeindre les murs de la prison mondialiste, ont éclaté au grand jour lors d'une émission de 3 heures diffusée en direct le 4 mars dernier sur la chaîne YouTube d'Aberkan, dans laquelle celui-ci se demande comment faire la paix en Ukraine, en laissant les Russes gagner leur guerre en fait, avant de prendre position contre les Russes et pour les Américains, ce qui n'est pas sérieux, et surtout juste après avoir, en début d'émission, mis un soin fastidieux à préciser qu'il se voulait neutre ou se croyait neutre, alors qu'il prend la défense nommément du gendarme américain, en osant décréter que Poutine n'atteindrait pas ses objectifs parce que la guerre lui coûte trop cher, mais en oubliant de nous dire que les Chinois sont derrière les Russes, et puis que quand t'as les Chinois derrière toi, la guerre peut continuer longtemps. Et en osant déclarer que le monde est davantage en paix sous la botte du gendarme américain que si nous étions dans le monde multipolaire et polycentrique que les Russes et les Chinois ont commencé à mettre en place. La Chine a d'ailleurs depuis remis les pendules à l'heure en rappelant à l'OTAN, donc l'organisation terroriste de l'Atlantique Nord, qu'elle avait bombardé son ambassade à Belgrade lors de l'attaque de l'agression de la Yougoslavie en 1999.
Le peuple chinois peut parfaitement comprendre les douleurs et les souffrances des autres pays, car nous n'oublierons jamais qui a bombardé notre ambassade en République fédérale de Yougoslavie. Nous n'avons pas besoin d'une leçon de justice de la part de ceux qui violent le droit international, a déclaré un porte-parole de la mission diplomatique de Pékin auprès de l'Union européenne. Qualifiant l'OTAN de vestige de la guerre froide, le diplomate chinois a suggéré que l'organisation devrait faire une introspection pour déterminer si elle contribue à la paix et à la stabilité dans le monde. Donc évidemment, en termes de politique ordinaire, et en tant que Français, je ne suis pas neutre et je n'ai pas à l'être, et je n'adhère pas à la formule gaullienne qu'Aberkan avait rappelée aussi, selon laquelle la France n'a ni ami ni ennemi, elle n'a que des intérêts. Moi, je pense qu'on a bien le droit d'avoir des amitiés ou des inimitiés, déjà qui reposent sur la simple sympathie et l'empathie naturelle, spontanée, évidente, qui m'attache déjà à titre individuel à la culture russe en particulier, mais à beaucoup d'autres cultures dans le monde, et même si je pousse un peu ma logique, toutes les cultures du monde. Mais on peut aussi avoir des amitiés ou des inimitiés, des proximités ou une prise de distance par rapport à des gens qui incarnent ou qui assument déjà plus ou moins la justice et la vérité. Sur le fait que on peut indexer dans les rapports et les relations humaines et internationales, sur le fait que moi ou les autres essayons d'incarner la justice et la vérité, d'assumer la justice et la vérité, c'est-à-dire d'être juste et vrai avec soi-même et puis avec les autres. Donc c'est là un moyen pour le coup d'entrer en gnose ou en spiritualité, et puisque la justice et la vérité de soi-même avec soi-même entraînent la cohérence et l'intégrité, qui sont des vecteurs exponentiels de connaissance de soi, d'union et d'unité individuelle, ce qui reste quand même le but. Aussi bien et par ailleurs, la logique des intérêts n'est qu'un alibi au cynisme et au nihilisme, et la victoire russe, du coup, en Ukraine, est donc souhaitable, car cela fout par terre le mondialisme et oblige les Occidentaux, les pousse à changer de logiciel pour sortir par le haut de la logique de la puissance et entrer dans la logique de la connaissance. Et même si les Russes échouent à prendre Kiev et à neutraliser l'État ukrainien, comme le souhaite Idriss Aberkan, leur victoire n'en restera pas moins déjà celle d'un peuple d'un pays qui se bat contre le mensonge et pour la vérité, ce dont la preuve a d'ores et déjà été faite. Il n'y a que la justice et la vérité qui puissent amener la paix, et une paix imposée par le mensonge et bâtie sur le mensonge ne pourra pas tenir longtemps, car la vérité finit toujours par se venger, et la justice du ciel châtiera les injustices humaines. Et Poutine, dans cette crise, est le bras armé de la vérité. Il ne se bat d'ailleurs même pas pour étendre l'influence russe, c'est une offensive à but défensif qui vise à sécuriser le territoire de son pays, et non à conquérir et satelliser un pays entier, comme l'ont fait les Américains avec l'Europe. Ce n'est qu'une opération de légitime défense, ni plus ni moins, donc je vois pas comment on pourrait souhaiter sa défaite, en fait. Et tout ce qui peut contribuer à ruiner le mondialisme va bien évidemment dans le sens supérieur de l'évolution humaine terrestre, celui de l'union et de l'unité. Et certainement pas de l'unification et de l'uniformisation, comme l'ont fait les Américains jusqu'alors. Et l'union et l'unité s'acquièrent par la justice et la vérité, la cohérence et l'intégrité. À cet égard, le départ de la Russie, le départ de Russie des forces mondialistes et des armes de destruction culturelle et mentale massive comme Coca ou McDo, est déjà une victoire sans précédent pour la Russie face aux mondialistes. Et en outre, quand Poutine menace de publier les images satellites montrant la supercherie des pseudo-attentats du 11 septembre 2001, il joue là encore sur le terrain de la vérité et prend les Occidentaux à leur propre piège. Le vainqueur sera toujours celui qui se tient pour la vérité. Et quand bien même Poutine ne ferait cela que par pur calcul et tactique de court terme, puisqu'après les pseudo-attentats du 11 septembre, il fut le premier chef d'État à appeler le président américain Bush Jr. pour l'assurer de son soutien. Mais il n'en reste pas moins qu'il fait avancer la vérité. Quand bien même il utilise la vérité, et qu'il montre par là qu'il n'est pas que au service de la vérité, mais aussi au service de la puissance russe, ce qui est normal, et cela ne change rien au fait que tout progrès de la vérité, fût-il instrumentalisé en apparence, ne peut qu'être bénéfique pour tout le monde. Ajoutons que la puissance russe est indexée, contrairement à la puissance occidentale, aux critères supérieurs de la justice et de la vérité. Cela fait même l'objet d'une école de pensée, un courant spécifiquement russe, qui s'appelle le cosmisme, qui remonte à la fin du 19e siècle, qui est très impressionnant et qui intègre, par un tour de force intellectuel typiquement russe et qui, selon moi, signe véritablement la fin de notre cycle, qui intègre le matérialisme technoscientifique et le spiritualisme chrétien, qui tente une synthèse du prométhéisme européen et du mysticisme oriental. Ce faisant, donc, je ne raisonne donc pas selon des intérêts de court terme, j'essaye aussi d'avoir une démarche téléonomique, ordonnée aux finalités. J'indexe mon discours au télos, à la finalité, au but manifeste de toute l'histoire humaine terrestre, qui est l'union et l'unité.
lesquels ne peuvent advenir que par et pour la justice et la vérité, la cohérence et l'intégrité. Donc voilà les facteurs supérieurs et transcendants dont je parlais tout à l'heure, un facteur explicatif et englobant, qui explique à la fois l'origine et le but de toute l'existence, ni plus ni moins. Et c'est par là que l'on quitte le profane pour rentrer dans le sacral, puisque la justice et la vérité, appliquées par et pour soi-même, ont une vertu intégrative qui enclenche un processus exponentiel donc d'intégration des contradictions intimes individuelles, ce qui amplifie et intensifie sans cesse la conscience au fur et à mesure, jusqu'à des degrés de conscience supérieurs et inédits qui correspondent aux différents degrés du processus initiatique. La justice et la vérité ont valeur, ont potentiel initiatique. C'est exactement le sens du message évangélique. La vérité vous libérera. À partir de là, tout le reste, à la limite, ce n'est que bavardage de marchands de tapis et pusillanimité ou lâcheté déguisée en réalisme. Préférer, comme Idriss Aberkan a osé le faire, une paix sous domination américaine, c'est se mentir de manière inavouable, car la paix, la vraie, qu'elle soit intérieure ou extérieure, n'est jamais établie par la force et la contrainte, mais par la justice et la vérité. Dans la mesure où l'offensive russe répond à des objectifs de justice et de vérité, en éliminant un État corrompu, néo-nazi et qui massacre son propre peuple dans le Donbass depuis 8 ans, eh bien elle contribue bien davantage à la paix en créant les véritables conditions d'une paix digne de ce nom. Il ne peut pas y avoir de paix sous le parapluie militaire américain, mais une mort lente, la dissolution et la désagrégation dans le magma mondialiste. La Pax Americana, c'est la guerre de tous contre tous, la jungle et le chaos capitaliste étendu à tous les domaines de la vie publique et privée. Donc voilà ce que n'ont pas compris, ou font semblant de ne pas avoir compris, et puis ils continuent de faire semblant parce qu'effectivement ils savent qu'il y a un agenda en train de se dérouler, mais qui les dépasse eux et qui dépasse aussi leur maître, un agenda cosmique en vérité. Mais voilà, cela montre l'inanité et la vacuité de la situation politique française actuelle. Je vais faire un aparté rapide sur cette actualité, mais sachant que les élections n'auront peut-être pas lieu, et si jamais elles ont lieu, elles seront truquées, et quand bien même elles seraient truquées, ça n'en ferait pas moins, du coup, et d'autant plus, les dernières de la Ve République. A priori, ce régime est arrivé à son terme, car on ne peut pas faire plus bête et plus faux et plus vide que la situation actuelle, où donc tout le monde est d'accord pour admettre, sans le dire, que le seul enjeu stratégique prioritaire pour la France est de sortir de l'Union européenne, et que le seul candidat capable de franchir le second tour en portant ce projet, c'est Jean-Luc Mélenchon, mais qui n'assume pas ce projet, puisqu'il a beau avoir un programme électoral qui est résolument social et républicain, qui est le seul programme digne de ce nom, et non seulement souhaitable, mais appréciable, disponible à l'heure actuelle, mais un programme social qu'il ne pourra pas appliquer, puisqu'il n'y a pas de national, puisque la nation n'existe pas tant que nous sommes dans l'Europe. Et que tous les cadres de la France insoumise qui voulaient quitter l'Union européenne ont été virés par Mélenchon. Donc Mélenchon sait très bien que pour faire son programme social, il faut sortir de l'Europe. À l'inverse, bon, son hypocrisie, sa lâcheté ne sont ni pires ni meilleures que celle des traîtres d'en face. À côté des sociaux traîtres de gauche, en face il y a les nationaux traîtres de droite. Qui eux donc veulent soi-disant défendre la nation, s'ils sont conservateurs, ils veulent préserver l'héritage et le patrimoine français, tout ce qui a fait la grandeur et la force de la France. Donc c'est-à-dire que pour ça ils sont libéraux, c'est-à-dire qu'ils baissent leur froc à toutes les forces économiques et financières qui ne veulent elles que ruiner la nation et liquider notre héritage. Un représentant de cette supercherie, c'est un certain Charles Gave, qui est un pote de la Marche et Aberkan et tout cela, donc représentant de la droite conservatrice libérale, qui a trouvé le moyen de prêter 300 000 balles au candidat Zemmour pour sa campagne, en faisant semblant de croire, ou alors en étant carrément d'accord avec le projet de Zemmour, qui est donc de faire entrer la France dans le choc des civilisations et de précipiter l'Europe en général et la France en particulier dans le chaos ethnique social et l'horreur de la guerre civile et des émeutes urbaines. Ce qui est le projet depuis des décennies maintenant des Américains et de l'OTAN, afin de continuer de nous asservir, ni plus ni moins. Donc que ce soit les sociaux-traîtres de gauche ou les nationaux-traîtres de droite, il va falloir faire un choix, mais en tout cas ceux-là on peut les renvoyer dos à dos. Il y a quand même autre chose à faire, encore une fois, qui est de quitter cette latéralité, cet aspect linéaire et stupide qui ne peut finir qu'en cercle vicieux et à se densifier jusqu'à un point implosif de non-retour. Il s'agit d'en sortir par le haut, évidemment, et non pas de répéter les mêmes conneries indéfiniment. Fin de la parenthèse.
Et retour au sujet avec, bon, du coup, voilà, cette illustration que vous avez peut-être vu passer, mais, qui montre que la valeur additionnée des chiffres, des dates des 2 guerres mondiales et de l'offensive russe en Ukraine est la même valeur, 68. Ce qui laisse entendre qu'en apparence, Vladimir Poutine a déclenché la Troisième Guerre mondiale, comme le souhaitaient les satanistes occidentaux, alors qu'en fait, Poutine l'a évité. À la limite, il n'avait pas le choix quant à la valeur numérique de la somme des chiffres de la date pour son offensive, mais il y a quand même d'autres dates dans le calendrier qui auraient pu totaliser elles aussi 68, et Poutine n'en a pas moins frappé, indépendamment de l'agenda mondialiste, pour détruire cet agenda de l'intérieur. Il a frappé le premier et à leur insu, sans leur volonté. Ajoutons que 6 plus 8 font 14 et que 1 et 4 font 5, le 5 étant la valeur symbolique de l'état humain optimal, accompli et intégré, ce qui est bien évidemment le but de l'évolution. Et en outre, le 68e ange parmi les 72 de la Kabbale est Abouya, dont la période rectrice va du 24 février au 1er mars. Nous sommes donc dans une période printanière et pré-pascale. Nous sommes juste à l'avant Pâques. Au moment où je vous parle, Pâques est en train de commencer en fait. Et si les mondialistes donc ont voulu dans leur agenda se brancher sur l'influence d'Abouya en planifiant leurs deux guerres mondiales à des dates qui donnent son chiffre, mais peut-être que Poutine de son côté a voulu quant à lui se placer plus directement sous sa gouverne et sa direction au lieu de simplement le parasiter pour utiliser son énergie à des fins destructrices et dominatrices. Or, parmi les tendances ou les vertus, les puissances que favorise l'ange Abouya, il y a l'attention et la connexion à la nature. Ainsi que et ce qui va avec, ainsi que la guérison et la pleine santé. Et santé, ça veut dire intégrité aussi. Donc il y a là une dimension purement écologique, à travers cet ange, et cette date et cette valeur 68. Une dimension purement écologique qui est donc clairement l'enjeu géostratégique majeur, prioritaire et ultime de l'humanité entière à l'heure actuelle, c'est-à-dire la préservation et la valorisation de notre milieu naturel. Or, qu'a déclaré Poutine lors du dernier Forum économique mondial ? Le développement économique doit se faire dans un esprit de préservation de l'environnement. Donc la culture orientale, pour le très peu que j'en sache, la mentalité orientale est étrangère ou indifférente à la démesure occidentale, et elle ne tombera pas dans ce piège-là, celui de l'arrogance et de la toute-puissance. Pourquoi ? Parce que la faillite et la déchéance occidentale vont servir de leçon, servent déjà de leçon, et invitent évidemment à passer outre à la chimère mondialiste et à dépasser par le haut la logique impérialiste et la logique de la puissance. Les Chinois veulent abattre les Occidentaux, certes, se venger de l'humiliation de la guerre de l'opium, certes, et prendre la place des Américains dans la direction du monde, certes. Ils peuvent donc très bien essayer d'imposer au monde leur dictature, molle ou dure, à la place de la dictature américaine, et nous gaver de nourriture toxique et de vaccins à l'oxyde de graphène pour y arriver. Mais cependant, d'une part, il n'y aurait aucune gloire à régner ainsi sur une humanité ravalée à un rang de zombies, à un niveau infra-animal et végétatif. Bon, ce ne serait qu'être le roi des cons. Et puis, de deux, en outre, les peuples européens sont, je l'espère du moins, désormais massivement vaccinés contre toute tentative de domination totalitaire aussi grossière. Autant dire que le crédit social à la chinoise, voilà, ce sera pas possible chez nous. Et s'il est vrai aussi que la Chine est la plus ancienne nation du monde, il paraît alors logique et cohérent que ce soit elle aussi qui prenne la tête de ce monde au moment où celui-ci s'apprête à changer d'air, à changer de cycle et à changer de dimension. L'empire du milieu, et la terre céleste, l'empire du milieu, la vocation de la Chine, l'origine de la Chine et sa vocation, c'est elle aussi de faire cette respiration entre l'origine céleste et puis le milieu terrestre. C'est l'empire du milieu, donc il va redevenir le centre du monde actuel, mais pas le centre unique. Pas le centre unique total et totalitaire que les États-Unis ont voulu incarner, mais l'un des centres d'un monde polycentrique ordonné à différents axes régulateurs. Comme la France pourra en être un, en sera un dans le domaine d'excellence qui est le sien, c'est-à-dire le sens de la mesure, de l'équilibre, de la finesse et de la précision, c'est-à-dire de la justesse et donc de la justice. Et donc une vocation cette fois non plus quantitative, mais qualitative. Voilà la vocation de la France. Comprendre et assumer l'histoire et la société, des 2000 ou 5000 ans écoulés, pour nous permettre d'en sortir par le haut. L'un des signes
Pour en finir avec cela, l'un des signes qui va dans ce sens, c'est la récente décision d'un tribunal en Normandie qui autorise un couple de cultivateurs en permaculture à habiter sur son lieu de production. Cela n'a l'air de rien, mais cela va loin, puisqu'en rompant avec la logique moderne qui a tout fait pour séparer le lieu de vie, le lieu de travail, l'objectif de vie, les objectifs économiques, qui se trouvent ainsi réunis et intégrés dans un seul continuum englobant la qualité et la quantité, mais en soumettant la quantité à la qualité. De son côté, Raymond Abellio, donc, qui a été le maître de l'ésotérisme occidental pour la seconde moitié du XXe siècle, avait déjà bien résumé les choses il y a déjà plus de 50 ans. Et c'est aujourd'hui devenu clair. Contrairement à la connaissance, la puissance politique obéit à la loi de l'entropie et du mouvement descendant. L'entropie, c'est la perte d'information, la perte d'ordre et la perte d'organisation. Seule la connaissance ne peut jamais déchoir. Donc si Abellio l'avait compris il y a 50 ans, je pense que les Russes et les Chinois l'ont compris depuis longtemps aussi. C'est dire aussi que la souveraineté, la vraie, n'est pas affaire de puissance, mais de connaissance. Donc de cohérence et d'intégrité, afin d'aller vers l'union et l'unité individuelle et collective, à travers finalement une conscience humaine unie par le haut et reliée verticalement à ce qui la dépasse et l'englobe. Et tout laisse à penser que cela répond aussi à la volonté du ciel, à laquelle nul sur terre ne peut s'opposer ou se soustraire. Donc quelle est la volonté du ciel? Alors voilà de belles paroles. Hein. Eh bien la volonté du ciel, elle a été expliquée par le Bouddha, la volonté du ciel a été expliquée par Zoroastre, elle a été expliquée par Jésus-Christ. La volonté du ciel, c'est la fin de l'ignorance et de la souffrance sur cette terre. Point barre. Et tel est aussi l'objectif final de toute démarche de gnose, de spiritualité, d'ésotérisme ou d'initiation. La connaissance et le bonheur. Abellio disait à cet égard que pour la gnose, donc cette finalité individuelle d'éveil et de connaissance, est la seule que puisse nous proposer la société humaine. Donc revoilà Rousseau et Robespierre, Jean-Jacques Rousseau avant la Révolution, puis Robespierre pendant la Révolution n'ont jamais dit autre chose. La société a pour but le bonheur. Le but de la société est de créer les conditions à l'épanouissement des individus. Point final. Et qu'a déclaré Vladimir Poutine lors du dernier Forum économique mondial ? Le but est d'assurer les conditions à chacun de s'épanouir selon ses aspirations et ses capacités. Il n'est pas de fin ou de finalité sociale s'imposant du dehors à l'individu. L'individu accepte la contrainte sociale. Sinon, tu peux aller vivre en ermite, mais ça ne sert pas à grand-chose. L'histoire est le banc d'épreuves de la conscience, et réciproquement, la société ne porte l'histoire en elle que pour l'offrir en sacrifice à la conscience de l'homme. Autant dire que c'est aux individus de faire le bilan eux-mêmes de cette histoire et de cette société, de ce à quoi elles nous ont conduits, de ce qu'était leur projet, de ce qu'a été leur résultat, et de ce que nous pouvons en faire, enfin de ce que tu veux et de ce que je veux en faire. Qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce que nous laissons tomber, et vers quoi nous souhaitons aller sur les bases que nous avons maintenant. Voilà ce que nous avons à faire, ni plus ni moins. Alors évidemment, la société n'a jamais pu tolérer les éveillés. Pour elle, c'est un danger mortel. Siddhartha Gautama a dû fuir et tout quitter pour aller s'isoler au pied de son sycomore et entrer au nirvana. Jésus-Christ a été assassiné, persécuté par les pharisiens. La société a pu essayer de récupérer les saints pour autant qu'ils ne franchissent pas la ligne rouge qui consiste à mettre le roi à poil et à mettre en évidence l'oppression et l'aliénation sociale, l'injustice et le mensonge systématique et intrinsèque de toute société. La société a une peur mortelle des vrais prophètes. Et les saints qu'elle a reconnus comme tels n'étaient en général que des mystiques inoffensifs et non des gnostiques sur lesquels aucune emprise sociale ne peut plus s'exercer. C'est comme cela, de manière négative, que l'histoire et la société tout entière ne pouvaient qu'aboutir, malgré elles et à leur corps défendant, à un niveau supérieur de conscience, d'intégrité et de cohérence. Par effet de saturation. À force d'écraser les individus, ils finissent par se redresser et par jaillir comme un ressort trop longtemps comprimé. Et l'idéal social, la société idéale, mais qui est utopique, qui ne peut pas exister, d'une vie harmonieuse, équilibrée, épanouie, cet idéal, une fois mis en œuvre, signifie et implique aussitôt la disparition de la société comme de l'histoire, la sortie par le haut de l'histoire et de la société. Leur réalisation et donc leur disparition, simultanée. Donc ce qui est aussi la fin de l'histoire, mais au sens fort agnostique, et pas au sens grossier, littéral, matérialiste de Fukuyama, c'est-à-dire aussi par l'intégration du temps vertical, l'intégration du temps vertical Kairos, donc qui explique tout pour transcender et accomplir le temps horizontal Chronos.
dans lequel est resté bloqué l'histoire et la société comme mode d'accumulation et de stabilité en fait d'une progression, mais qui veut se suffire à elle-même, puisque l'individu, lui, en mode d'éveil, veut vivre l'instant pur, l'instant éternel, tandis que la société, elle veut durer. Donc elle n'est inscrite dans le mode chronos et ne comprend que le mode chronos, alors que la transcendance passe aussi par le temps kairos, la modalité verticale du temps kairos, qui lui transcende le plan chronos en l'expliquant et en l'accomplissant. Donc c'est assez dire aussi que l'histoire et donc la société, toutes entières, n'ont pour seule raison d'être, qu'elles le sachent et qu'elles le veuillent ou pas, que de parvenir au projet bouddhique et christique, gnostique et spirituel, prévu et décrit par toutes les traditions. Or, à l'heure actuelle, entre les Russes et les Occidentaux, il n'est pas difficile de voir lesquels vont dans le sens du ciel et lesquels vont dans le sens de l'enfer. La Terre, quant à elle, a déjà fait son choix. Oui, car la Terre est un être vivant, conscient et intelligent. La révolution, le déchirement paradigmatique en cours, c'est l'écologie, c'est cette prise de conscience écologique-là. Et elle commence avec, se rendre compte que la Terre est vivante, consciente, intelligente. Qui n'a pas besoin de nous pour faire sa vie, alors que nous avons besoin d'elle pour faire la nôtre. Premier facteur géostratégique décisif, respecter la Terre, apprendre à la connaître et à fonctionner en harmonie et en synergie avec elle. Avec la Terre et avec la nature. Là, nous entrons directement et pour de bon en spiritualité. Et nous changeons d'époque, nous changeons d'air, nous changeons d'état d'être et d'état de conscience. Mais en synergie avec tous les process que je vous ai décrits jusqu'alors, à base de justice et de vérité, à tous les niveaux de la vie en fait. Ensuite, en outre, toute géostratégie, donc j'en reviens à ce niveau-là, toute géostratégie digne de ce nom, donc, inclut et intègre le contexte terrestre immédiat, le système solaire. Donc il ne s'agit plus seulement d'intégrer évidemment le contexte écologique immédiat qui est le nôtre sur Terre, mais aussi le contexte extraterrestre dans lequel nous sommes, le contexte extraplanétaire. Le système solaire. Toute approche de géopolitique ou de géostratégie qui ignore ou néglige notre contexte extraplanétaire et galactique n'est pas sérieux en fait, c'est illusoire. ça sert pas à grand chose. Et il se trouve que le Soleil est en train d'exercer une action et une influence, mais ultime et décisive sur la Terre et sur l'humanité. Depuis une trentaine d'années maintenant, la fin des années 80-90, l'activité solaire est en hausse et atteint des pics d'une fréquence croissante avec des explosions et des éjections de masse coronale et des vents solaires et des flux de plasma solaire à des niveaux inédits et qui bombardent et qui arrosent et qui submergent la Terre et frappent au cœur, si j'ose dire, de la matière et de la vie sur toute la Terre. Le plasma solaire est constitué de neutrinos. Le neutrino, c'est le quantum le plus subtil qui pénètre et traverse toute matière à des vitesses supraluminiques, superlumineuses. Et un flux de plasma et de neutrinos, en plus, existe aussi dans nos propres atomes. Au niveau du centre, dans le noyau, le proton atomique, Nassim Haramein l'a démontré, et puis là on n'est plus seulement en interdisciplinarité, donc linéaire vulgaire, mais on est vraiment en transdisciplinarité, c'est-à-dire qu'on les transcende, on les réunit, on les explique par le haut. Mais le proton dans l'atome est un trou noir miniature, le proton dans le noyau atomique agit comme un trou noir en miniature, aspire, expire, diastole, systole, entrée, sortie, mais à un rythme. Donc entrée-sortie de neutrinos, de plasma, et à un rythme qui a la même fréquence que les sauts quantiques de l'électron, c'est-à-dire 10 puissance 23 fois par seconde. C'est à cette vitesse que les protons dans nos atomes, et dans tous les atomes du monde, envoient du plasma et des neutrinos. Donc il y a le soleil là-haut qui nous arrose et qui nous submerge de neutrinos, et puis il y a les protons dans nos atomes, à l'intérieur, qui en envoient aussi. Donc tout notre milieu ambiant à l'intérieur de l'organisme et puis tout alentour et jusqu'au-delà de la Terre est saturé de neutrinos et de plasma. Donc de lumière pure, enfin c'est de la super lumière. On est presque, c'est un équivalent physique de la lumière intelligible, spirituelle par rapport à la lumière physique visible. Quels effets donc cela entraîne-t-il? Un effet de dissolution
quels effets ce bain, cette atmosphère, cette ambiance vibratoire de plasma exceptionnelle peut-il entraîner? Ça entraîne un effet de dissolution des résidus psychiques qui entravent la circulation de l'esprit dans la matière. Ces résidus psychiques, ces agrégats psychiques sont le produit des chocs traumatiques anciens vécus par l'individu et transmis à sa lignée de manière transgénérationnelle à travers la mémoire génétique associée à l'ADN individuel, associée ou attachée d'une manière parasitaire, puisqu'elle atrophie ou étouffe l'individu, le limite et l'empêche d'actualiser son plein potentiel génétique, c'est-à-dire les 80 ou 80% d'ADN dormant que ces imbéciles appellent l'ADN poubelle, ô ironie. Or, il se trouve que le plasma solaire qui nous submerge de l'extérieur et le plasma qui jaillit de l'intérieur à travers les protons, eh bien, dissout et pulvérise tous ces miasmes et ces agrégats psychiques aliénants et sclérosants, sur lesquels sont bâties toute l'histoire et toute la société. Et c'est ce qui explique la noirceur et l'obscurité que l'on peut voir jaillir et se manifester de toutes parts sur la scène de l'activité humaine terrestre. C'est un nettoyage, c'est une purification à l'échelle mondiale. L'œuvre noire de l'humanité. Ce qui laisse dire que nous sommes en plein déluge. Mais non pas un déluge d'eau, mais un déluge de feu. Un déluge de feu solaire. Ce feu solaire est baptismal et initiatique. Et cela concerne évidemment tout le monde, et à laquelle, pour le coup, personne ne saurait se soustraire, puisque c'est physique, c'est cosmique, c'est quantique, c'est imparable et c'est vérifiable en plus. Évidemment. Et puis plus on le vérifie, mieux ça marche. Il est donc du coup frappant de constater que l'ignorance officielle de ce contexte est proportionnelle à sa puissance, en fait, et à son importance, mais véritablement totale et absolue par rapport à nous. La manière dont le système politique et scientifique actuel, la technocratie actuelle méprise et insulte et ignore le soleil, en l'accusant d'être dangereux et mauvais pour nous, bien évidemment, ne fait que montrer le rôle décisif ultime du soleil par rapport à nous. Et si le système solaire se réchauffe autant et aussi vite, avec des planètes très éloignées de la nôtre, comme Pluton, où la température au sol augmente rapidement depuis plusieurs années, cela veut bien dire que ça chauffe en fait. Ça chauffe au propre et au figuré. La pression monte de l'intérieur, et puisque la mise sous tension vibratoire et atmosphérique exercée par le soleil entraîne la libération des miasmes et des scories psychiques traumatiques transgénérationnelles sur lesquelles repose l'histoire et la société depuis toujours. Le processus global dans lequel la Terre et l'humanité sont engagés équivaut carrément, exactement, au passage de la porte des hommes, dans la tradition hébraïque et hermétique, alchimique, mais qui est aussi donc la fête de Pâques, dans la religion judéo-chrétienne. Le sens ésotérique de la fête religieuse pascale, c'est la porte des hommes. C'est un changement d'état, l'intensification et l'amplification d'une conscience qui cesse de se soumettre à l'immédiat et aux apparences pour entrer dans l'intelligence supérieure, divine, gnostique, transcendantale, des choses et des réalités. C'est donc aussi le passage du libre arbitre à la liberté, qui est union et communion avec la volonté du ciel. Cela équivaut enfin au baptême de feu, qui transcende la conscience naturelle naïve, conscience immature qui patauge dans les eaux du psychisme inférieur, donc et qui lui est soumis aux conséquences délétères de peur et de colère engendrées par les miasmes et les résidus psychiques traumatiques anciens, et conscience qui renaît ainsi à elle-même, baptisée par le feu, donc tel le phénix renaissant de ses propres cendres, vivifiée par la lumière épiphanique et christique qui jaillit de l'intérieur, donc du proton de l'atome, pour irradier à l'extérieur et transmuter le monde extérieur. C'est l'événement que l'ésotérisme chrétien appelle résurrection, événement qui inclut et transcende tous les événements jusqu'alors vécus par l'individu en mode naïf et linéaire, dans une conscience globale où tout le passé prend son sens et annule la séparation entre passé, présent et futur. Donc, la porte des hommes, c'est aussi l'accès à l'instant présent, l'instant éternel, l'éternel présent, ce qu'on peut aussi appeler par ailleurs du coup l'état de cinquième dimension, quand la dimension latérale du temps, chronos, et sa dimension verticale, kairos, sont fondues et unies dans une seule logique, pulsative, globale, intégrante et intégrative, constituante et constitutive d'un soi qui a uni en lui le local et le global, l'intérieur et l'extérieur, le centripète et le centrifuge, et ainsi de suite. Donc la Terre et l'humanité sont en train de vivre ce baptême de feu cosmique et apocalyptique, à travers les flux et les plasmas de vent solaire, et à travers le flux de plasma dans les atomes via les protons.
C'est l'événement ultime qui transcende, annule et accomplit la totalité des événements passés, la totalité de l'héritage cumulé de toute l'histoire et de toute la société. Et il n'y a apparemment qu'en Russie qu'une école de pensée, donc le cosmisme, se soit élevée à la hauteur de la situation. Le cosmisme a été fondé par Nikolai Fedorov à la fin du 19e, et Fedorov résumait ainsi l'enjeu de cette démarche, de cette doctrine, dans une lettre à Léon Tolstoï en lui disant « Nous n'affirmerons pas que la résurrection aura lieu, mais il est déjà vrai que si nous ne nous unissons pas tous dans l'œuvre de la résurrection, dans une œuvre assurément fraternelle, alors nous ne serons pas frères, et il n'y aura pas de résurrection. » Autrement dit, c'est aussi à nous de le vouloir et de le décider. Ce qui sera le dernier choix, la dernière décision. La décision qui annule et transcende toutes les décisions possibles. En tout cas, toutes les décisions prises jusqu'alors, ça c'est certain. Ça veut dire aussi que Pâques, du coup, remplace et annule le jugement dernier. Au lieu du châtiment que le paternoster cosmique, à travers le feu cosmique d'ailleurs, réserve à l'humanité si elle continue à faire ses conneries et à ne rien comprendre à ce qui se passe et à ce qui lui est arrivé, eh bien il y aura châtiment, il y aura rectification et il y aura purification, mais hardcore, oui, sévère. Beaucoup plus sévère et violente et brutale et destructive qu'elle ne l'est à l'heure actuelle. Et pour sortir de cette épreuve, nous, la tête haute, il faut agir non plus comme des enfants soumis face à un père autoritaire, mais comme des frères face à un frère, en fait. Le père n'attend qu'une chose, c'est que le fils se redresse, et pour se retrouver à égalité avec lui, comme des frères, en fait. Tel est l'enjeu des milliers d'années écoulées sur Terre, et tel est l'enjeu de l'ère des poissons, afin d'entrer dans l'ère du Verseau. Donc dans le cosmisme russe, qui est une école de pensée, mais qui est très suivie et appréciée, paraît-il, jusqu'au niveau du Kremlin, voilà, et toutes les instances de décision russes. La fête de Pâques remplace et annule le jugement dernier, a proclamé Fedorov, en faisant référence au fait que Dieu, dans la Bible, remplaçait parfois une colère apparemment inévitable par la miséricorde, la clémence. À condition pour nous de nous repentir, c'est-à-dire nous repentir, c'est arrêter d'être des fils soumis à un père imbécile, c'est faire le bilan de qui nous sommes et de ce que nous voulons, de notre histoire, de notre société, de ce à quoi ils nous ont conduits, et de ce vers quoi nous pouvons et voulons aller maintenant. C'est ça, se repentir. C'est là que oui, il n'y a pas de colère divine qui tienne, en fait, il y a l'amour cosmique et fraternel total, effectivement, des frères qui se retrouvent enfin comme tels, après s'être longtemps ignorés et combattus et méconnus en tant que soi-disant père et soi-disant fils, soi-disant supérieur et soi-disant inférieur, mais non, alors qu'en fait non. Nous sommes à égalité, et c'est le sens supérieur et transcendant de l'égalité, c'est l'identité évidemment entre tous les êtres, de l'individuel à l'universel. Autrement dit, l'histoire n'est pas prédéterminée, et sa fin nous appartient aussi. C'est pour ça que je vous dis qu'il est important, y compris au niveau géopolitique et géostratégique, d'ordonner toute action à ses fins de justice et de vérité. Et de cohérence et d'intégrité, et de connaissance de soi. Parce que déjà, c'est se sauver soi, et puis c'est sauver le monde. Puis c'est ce qui est en train de se passer. Un adepte actuel du cosmisme commente ainsi que Fedorov rêvait de restaurer l'humanité en tant qu'organisme collectif. Donc d'aller vers l'idéal de l'unité humaine que la tradition hindoue connaît déjà et que Sri Aurobindo avait déjà rappelé. Organisme collectif, donc uni par une conscience planétaire, dans lequel on peut vivre selon le principe non du que pour soi, chacun pour soi, l'égoïsme, non plus le principe de tout pour les autres, l'altruisme, mais avec tout le monde et pour tout le monde. Donc une logique fractale, encore une fois. Dans le sens d'une fraternité, naturelle, spontanée, accomplie. C'est la réalisation du principe de fraternité, mais qui est quand même assez récent lui aussi, puisque tandis que la liberté ou l'égalité entre les gens identiques s'entend à l'échelle tribale, mais en tout cas la liberté c'est certain, et puis cette égalité au sens réduit sont déjà au cœur de la tradition celtique, de la tradition grecque, de la tradition hébraïque, et c'est le christianisme qui a introduit l'idéal de fraternité entre tous les hommes.
l'innovation, l'apport spécifique de la tradition chrétienne, ça a été de dire que tout le monde peut être frère, que nous sommes tous frères. C'était la première fois l'événement mondial attaché au ministère de Jésus-Christ, c'est la proclamation que nous sommes tous frères, et que la fraternité n'est pas que tribale ou locale ou nationale, elle est universelle, globale. Abellio notait de son côté que l'irruption du christianisme, c'est le passage des religions de la paternité à celle de la fraternité. Il y a une théogonie chrétienne où le Fils se pose devant le Père en tant que rédempteur. Il faut voir cela comme une sorte de complémentarité, c'est-à-dire que oui, c'est le Fils qui rédempte le Père. Le Fils devenant Père à son tour, mais un autre Père, passé par l'expérience de la fraternité. Ou bien, diraient les kabbalistes, de la rigueur à la clémence. J'insiste sur une autre distinction fondamentale entre la notion de communion et celle de fusion. Dans les théologies orientales, la notion de fusion est privilégiée. Tu es moi, je suis toi, le soi enferme le tout. Alors que dans le christianisme et dans la tradition occidentale, on parle plutôt de communion. L'être reste autonome par rapport à la divinité, on en arrive de nouveau à cette notion de fraternité. Voilà le niveau auquel se trouvent aujourd'hui les Russes. Nous n'y sommes encore en Europe et en Occident, nous que de manière très fractale et dispersée. Il n'en reste pas moins que l'avenir, le monde des frères, l'ère du Verseau, va se bâtir sur les ruines d'un monde paternel et patriarcal, déchu et incapable d'assumer son héritage, de transmettre la vie et d'enseigner la justice et la vérité.